Boston, novembre 1942. Dans sa petite chambre simple mais respirant l'amour, Maggie Lawson révise studieusement ses cours. À 18 ans, Maggie est en dernière année du lycée, préparant son diplôme avec beaucoup de sérieux. Elle est l'élève exemplaire. Vous savez, celle qui s'assoit au premier rang, écoute attentivement les professeurs et participe activement en classe. Au grand désarroi de son frère d'ailleurs, Charles, surnommé Charlie. Lui, à 17 ans, est bien plus intéressé par la musique, les loisirs et les activités extérieures que par ses études. Il est souvent distrait en classe, passant son temps à griffonner des idées de chansons. Il rêve de faire partie d'un orchestre de swing, influencé par les vedettes de l'époque, comme Benny Goodman. Les discussions avec sa sœur sont souvent houleuses, tant leurs points de vue sur la vie divergent. « Travaille mieux à l'école !» lui assène régulièrement sa sœur, et ses paroles ont du poids. Maggie sait de quoi elle parle. À force d'efforts acharnés, Maggie excelle en anglais et en sciences, avec un intérêt particulier pour la littérature qui l'aide à s'évader et à rêver d'une vie différente. Elle est inspirée par les textes de Walt Whitman et Emily Dickinson qui la poussent à envisager un avenir plus indépendant. Dans une société où la majorité des jeunes femmes sont attendues à devenir épouses et mères, l'ambition de Maggie de poursuivre ses études jusqu'à devenir infirmière est perçue avec un mélange de respect et de surprise. Ce soir, autour de la table, la famille Lawson prend un modeste repas. Le père s'adresse à son fils. « Pourquoi es-tu rentré tard, Charlie ?»« Excuse-moi, papa, j'étais avec des amis. Tu sais, après l'école, on aime jouer au baseball, et je n'ai pas vu le temps passer. »« Le baseball, c'est bien. Les études, c'est mieux, » répond son père d'un ton sec. « À ton âge, poursuit-il, tu devrais envisager le diplôme et ton service militaire. »« James, » interrompt prudemment Hélène, la maman douce et protectrice du foyer. « Aller faire la guerre est-il vraiment l'avenir que tu souhaites pour Charlie ?» Des militaires viennent régulièrement donner des discours patriotiques, enchaîne Charlie. Mais je ne sais pas. J'admire ces soldats, mais je n'ai pas envie de sacrifier ma liberté. Je préfère m'imaginer jouer de la musique. Musicien ? Ce n'est pas un métier pour un homme, répond son père. Regarde ta sœur, elle est si sérieuse. Maggie relève les yeux. Elle n'a encore rien dit. Alors, elle ouvre la bouche et déclare avec sagesse. « Papa, tu veux notre bonheur, et je suis sûr que Charlie fait de son mieux. Mangeons avant que notre soupe refroidisse. » Maman lui sourit. C'est ainsi chez les Lawson. C'est leur quotidien. Cette petite famille s'aime beaucoup, mais ne sait pas toujours le dire. Maggie envie secrètement la légèreté de son frère, et Charlie, lui, ressent un grand respect pour la persévérance de sa sœur, même s'il n'en parle jamais ouvertement. Le lendemain matin, les voilà en route pour l'école. À pied, bien entendu. Charlie interpelle sa sœur. « Ce samedi, Howard va au Coconut Grove. Tu sais, Howard, ton amoureux. »« Ce n'est pas mon amoureux, » rétorque sa sœur. « Et je ne vois pas en quoi ses habitudes de mauvais garçon me concernent. »« Maggie, et si on y allait tous les deux au Coconut Grove ?» répond son frère. « Tu es fou ? De toute façon, papa ne voudra jamais. »« C'est vrai, » répond son frère, « mais tu oublies qu'il ne sera pas là ce week-end. » Maman, elle sera d'accord. Qu'en penses-tu ? Maggie rougit rien qu'en y pensant. Elle se voit déjà choisir sa robe, lisser ses cheveux, s'observer devant le miroir pour voir à quoi elle ressemble en dehors de l'uniforme scolaire. À vrai dire, elle rêve d'aller danser et de croiser Howard dans cet environnement différent,
sans la routine quotidienne de l'école, loin des regards et des règles strictes de son père. Pour elle, cette sortie serait plus qu'une simple escapade. Ce serait l'occasion de franchir un pas vers l'inconnu, de goûter à la vie, de vivre un instant magique, loin des contraintes. Alors, quand elle jette un regard complice vers son frère, il comprend directement que sa réponse est oui. Samedi 28 novembre 1942. Maggie et Charlie se tiennent devant l'entrée du Coconut Grove, le club nocturne réputé de Boston. La façade est illuminée de néons exotiques, évoquant des palmiers, et une atmosphère tropicale s'en dégage. Ils échangent un regard. Maggie, intimidée par les lieux, serre son sac d'une main, tandis que Charlie, visiblement excité, lui lance un clin d'œil rassurant. La porte du Coconut Grove s'ouvre devant eux, les plongeant immédiatement dans une atmosphère enivrante, bien loin de tout ce que Maggie avait imaginé. La scène est surréelle pour Maggie. La foule élégamment vêtue, le bar étincelant où les verres de champagne s'alignent et la musique qui emplit l'air d'une énergie vibrante et joyeuse. Autour d'elle, les gens rient, dansent, profitent pleinement de la soirée. Elle se sent à la fois exaltée et inquiète. Cette liberté, cette effervescence, c'est tout ce dont elle avait rêvé sans jamais oser le vivre. Ce soir, elle découvre une facette qu'elle n'a jamais connue et elle sent son cœur battre très fort. Charlie lui tapote l'épaule pour la rassurer. « Hé, détends-toi! Personne ne sait que c'est ta première soirée en boîte. Ce soir, tu es juste Maggie, une jeune fille en robe rouge prête à passer une bonne soirée. » Maggie, frappée par l'atmosphère, rit légèrement. « Charlie, tu avais raison. Cet endroit est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que c'était comme ça. » Charlie, avec un sourire satisfait. « Je te l'avais dit, et encore, on vient juste d'arriver. Tu verras, quand la musique sera vraiment lancée et que tout le monde sera sur la piste de danse, ça va être incroyable. » Il jette un regard vers le bar. « Tu veux boire quelque chose ? Un soda peut-être ?» Maggie hésite timidement, puis dit « D'accord, mais juste un soda. J'ai l'impression que papa pourrait surgir d'une minute à l'autre pour nous rappeler à l'ordre. » « Maggie, on est au Coconut Grove, pas dans notre salon. Ce soir, laisse-toi porter par la musique. Oublie les livres et les devoirs, ils sont derrière toi. Ne pense à rien d'autre qu'à la piste de danse. » Charlie commande 2 sodas au bar et ils trinquent ensemble, riant et observant la scène autour d'eux. C'est la première fois que Maggie se sent aussi libérée, aussi détachée de ses obligations et des attentes qui pèsent habituellement sur elle. Elle sent en elle monter une envie irrésistible de danser, et la musique swing, avec son rythme enjoué, ne tarde pas à la convaincre. L'orchestre joue un morceau endiablé de swing. La foule se presse autour de la piste de danse. Les couples tourbillonnent, s'amusent et battent le rythme dans une harmonie joyeuse et contagieuse. Maggie, les joues rosies par l'ambiance et l'excitation, laisse Charlie la guider sur la piste de danse. Puis soudain, elle aperçoit Howard. « Il est là, il est venu, il est si beau !» Maggie vit un moment où le temps semble suspendu. Au milieu de cette effervescence, personne ne s'inquiète que la discothèque soit pleine à craquer. D'une capacité de 460 danseurs, ce soir, ils sont 1000. Personne ne s'inquiète non plus qu'aucune sortie ne fonctionne convenablement et que la porte principale du club
est une porte tournante, un piège mortel en cas d'évacuation. Et enfin, personne ne remarque cet employé debout sur une chaise qui tente de remplacer une ampoule dans un coin trop sombre de la discothèque. D'ailleurs, pour voir ce qu'il fait, il craque une allumette pour éclairer la zone. Alors que la soirée bat son plein, une légère odeur de brûlé commence à se répandre. Pour les fêtards du club, habitués à l'odeur de tabac et de parfums lourds, ce détail passe inaperçu. Soudain, une flamme vive et franche jaillit de la décoration. Elle crépite, grandit lentement, comme une bête discrète qui s'éveille. Subitement, le feu se propage à une vitesse fulgurante. Il commence à dévorer tout ce qu'il touche. Les palmiers factices et les toiles tropicales du plafond deviennent une menace mortelle, transformant l'endroit en un piège de feu. Alors que la musique s'arrête, la panique commence à s'emparer de la foule. Le son de l'amusement se transforme en un bruit de tables renversées, de verres qui se brisent, de chaises projetées, qui résonnent dans tout le club. Maggie, toujours assise avec Charlie, relève brusquement la tête, l'expression figée par l'horreur. « Charlie, il y a le feu !» Mais avant qu'elle ne puisse en dire davantage, une épaisse fumée noire commence à envahir l'espace. La foule se lève en masse, tous cherchent frénétiquement une issue. Les gens se bousculent, chacun essayant de se frayer un chemin à travers la fumée et la chaleur oppressante. En 5 minutes à peine, les flammes consument tout le premier étage. Les cheveux des gens brûlent. Certaines personnes meurent sans même avoir eu le temps de quitter leur table. Dans ce chaos indescriptible, Charlie attrape la main de Maggie, tirant sa sœur vers lui et luttant pour garder son calme et son équilibre. Ils avancent péniblement vers la sortie. Mais voilà, les portes du Coconut Grove, comme beaucoup de clubs à cette époque, sont conçues pour garder les clients à l'intérieur, rendant ainsi toute sortie presque impossible pour une foule paniquée. Les uns après les autres, des hommes, des femmes, des amis, des familles tombent au sol, étouffés par la fumée ou brûlés par les flammes. Maggie prend Charlie dans ses bras et le serre très fort. « Je t'aime, Charlie. »« Moi aussi, Maggie, je t'aime. Pardonne-moi de t'avoir amené ici. Oh, pardonne-moi. » Maggie sent sa tête tourner, sa vision se brouiller. Le vacarme des cris devient de plus en plus lointain, puis c'est le noir. Ce soir-là, près de 500 personnes ont péri au Coconut Grove, tandis que 400 autres ont été grièvement blessés et hospitalisés. En l'espace de 15 minutes à peine, la boîte de nuit s'est embrasée totalement pour n'être plus qu'un amas de cendres et de ruines fumantes. Attisé par des décors et matériaux hautement inflammables, cet écrin de fête s'est soudain métamorphosé en un enfer. Ce qui devait être une soirée de légèreté, une pause enchantée au cœur d'une époque troublée par la guerre, s'est changé en l'une des pires tragédies de Boston. Pour Charlie et Maggie, comme pour tant d'autres ce soir-là, la découverte de la fragilité de leur liberté tant convoitée est arrivée trop tard. À la suite de cet incendie dévastateur, des mesures de sécurité rigoureuses ont été instaurées pour prévenir de telles tragédies. Il devint obligatoire d'installer des systèmes d'extinction automatique, et cela dans tous les établissements recevant du public. Des enseignes lumineuses indiquant les sorties de secours, marquées par des panneaux « Exit » bien visibles, furent imposées pour guider les occupants en cas d'urgence. Et les portes tournantes furent sévèrement réglementées. Aujourd'hui, le Coconut Grove n'est plus qu'un souvenir. Le bâtiment a été rasé et un mémorial a été érigé en hommage aux victimes de cette nuit funeste.
Pourtant, cette tragédie reste gravée dans les mémoires comme un sombre avertissement sur la fugacité de l'existence et la cruauté de l'imprévisible. Les rires, les danses, l'insouciance des jeunes ce soir-là ont été emportés par le brasier et la fumée. Et tout ce qui subsiste, ce sont les souvenirs et les résonances d'une fête transformée en cauchemar, écho persistant d'une nuit où tout a basculé.